Chaque région, chaque milieu possède ses propres bateaux. Plus l'espace est isolé et refermé sur lui-même, plus leurs caractéristiques seront particulières et uniques. Mais comment les embarcations sont-elles adaptées à leur espace de navigation? Et comment sont-elles façonnées par l'usage qui en est fait et par les hommes qui les construisent? Le lac Borolos, au nord du delta du Nil, entre Rosette et Damiette. Une réserve naturelle de 600 km². C'est l'un de ces milieux fermés qui possède ses propres traditions. L'archéologue naval Patrice Paumet a été attiré par la beauté singulière des bateaux de ce lac. Il va chercher à en connaître l'histoire, pour mieux comprendre celle des navires antiques. Ce qui est intéressant, c'est la très grande diversité des bateaux du lac. Chaque type correspond à un usage particulier. On a des felouks qui portent parfois une petite voile très sommaire et qui servent à différentes formes de pêche au filet. On a des frêles esquifs, des sambouks pour des pêcheurs isolés, solitaires. Et puis d'autres felouks servent à poser des filets dormants ou des filets encerclants. Et puis nous avons les grands marakeb à 2 mâts, à voile latine, qui sont en quelque sorte les camions du lac et qui servent au transport, le plus souvent des transports de cannes de roseau dont les usages sont multiples. Ici, à Borolos, chaque nom de bateau prend un sens particulier, purement local, et désigne une embarcation précise. Particulièrement élégants avec leur coque basse sur l'eau et leur grande voile latine, les grands bateaux de pêche au chalut du lac Borolos n'ont pas d'équivalent ailleurs. Des eaux saumâtres, presque douces, des abords marécageux, des contours découpés par de longues bandes de roseaux, des conditions idéales pour le frayage de certaines espèces, dans ce grand lac lagunaire peu profond, coincé entre le delta du Nil et la Méditerranée. De mémoire d'homme, on y pêche depuis toujours, et parfois avec des techniques remontant à l'Antiquité, comme ces pièges formés de filets disposés en colimaçon. Ils figuraient déjà à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, sur la grande mosaïque nilotique de Palestrina, en Italie. Sur le lac Borolos, les vents soufflent en permanence. Aujourd'hui, l'une des pêches les plus actives s'effectue à l'aide de grands voiliers. La technique est rudimentaire. Un petit chalut triangulaire vient racler le fond du lac. Il est mis en œuvre à partir du flanc du bateau et guidé à l'aide du pied. Pour que la pêche soit fructueuse, le bateau doit atteindre une vitesse d'au moins 5 nœuds, sinon les plus gros poissons ressortent du filet. Les voiliers sont appelés ici des lokafa,
du nom des chaluts utilisés. Ils existeraient depuis plus d'un siècle et demi. 450 sont encore en activité sur l'ensemble du lac Borolos. هو نوع السمك اللي هو الشبار اللي هو بيعتبر بيتفرع منه اللي هو ايه البلطي لان هي نوعيه السمك البلطي بيبقى كبير شويه والشبار اللي هو ايه موجود صغير. ده النوع الوحيد قبل كده برضه هو النوع الوحيد ولا كان في حاجه ثانيه؟ ده النوع دلوقتي حاليا الوحيد، اما قبل كده كان في اسماك ثانيه اللي هي كانت بتنزل البحر الابيض وبتضخ هناك اللي هو اللي هي بالنسبه للطبار والبوري والقاروص والتعابين. Et que font les gens qui sont dans l'eau? بيجيبوا سمك. ازاي يعني؟ يمسكها بايده؟ بيمسكها بايده يخبط كده السمك يتفكى في الارض مطرح ما خبط يجيب. Des bateaux à faible tirant d'eau, stables, puissants et rapides. Les locafa sont parfaitement adaptés à la technique de pêche utilisée et aux particularités du lac Borolos, peu profond et bien vanté. Leur coque évoque la forme d'un os de sèche. Pour faciliter la mise en œuvre du chalut, le pont est au niveau de la surface du lac. Sa forte courbure permet d'évacuer l'eau rapidement. Les dimensions sont impressionnantes, 12 à 14 mètres de long, jusqu'à 6 mètres de large. En raison de la faible profondeur du lac, comprise entre 1 et 2 mètres, la coque est très plate, moins de 1,50 m de hauteur sous le pont pour les plus grandes, et le tirant d'eau ne dépasse guère 60 cm. Les fonds de la carène sont joliment profilés, avec une quille très arquée et une section transversale légèrement concave, dite en aile de mouette. Ces formes très particulières ont un double effet: accroître la stabilité en augmentant les volumes latéraux et conférer une grande rigidité à la structure, notamment pour résister au poids de la mâture. Pour disposer de la vitesse et de la puissance nécessaires à la mise en œuvre du chalut, les bateaux sont gréés d'une grande voile latine, surdimensionnée, mesurant jusqu'à 130 mètres carrés. La vergue, appelée antenne, peut atteindre 30 à 35 mètres sur les plus grands navires, soit 2 fois leur longueur. Elle comporte jusqu'à 5 pièces assemblées et pèse plus d'1 tonne. Pour ces raisons, les manœuvres de la voile sont réduites au minimum et la vergue n'est pas changée de côté à chaque virement de bord. Chaque passage de chalut se fait ainsi tantôt de façon favorable quand la voile est du bon côté du mât, tantôt à contre quand la voile vient se plaquer contre le mât. Celui-ci, court et trapu, est fait d'une seule pièce. Il mesure une 12aine de mètres de hauteur. Des marchepieds en facilitent l'ascension pour certaines manœuvres, comme le serrage de la voile en cas de vent très fort ou au mouillage. Pour le maintenir solidement, une forte ligature relie sa partie inférieure à la coque. La méthode n'a pas changé depuis l'Égypte pharaonique et figure déjà sur des bas-reliefs de l'ancien empire à Saqqara. Pour compenser le faible tirant d'eau du bateau et donc la faible hauteur du safran du gouvernail, ce dernier est démesurément allongé pour garder toute son efficacité. Long de 3 à 4 mètres, il est actionné par une puissante barre, le tout atteignant 6 à 7 mètres. Sous le pont, l'espace de faible hauteur interdit de se tenir debout, mais il est sommairement aménagé. À l'avant pour s'abriter en cas de besoin et préparer les repas, à l'arrière pour ranger les casiers à poissons. Bien que l'événement soit de plus en plus rare,
il arrive qu'un nouveau bateau soit en construction. Le chantier durera 5 à 6 mois entre la pose de la quille et le lancement. Une trentaine de tonnes de bois sont nécessaires pour construire le navire qui, au final, pèsera une dizaine de tonnes. D'où provient ce bois et quelles sont les essences utilisées? En général, les constructeurs s'approvisionnent du delta, du bois égyptien. Et ils ont le camphre, ils utilisent le camphre qui est un arbre lent pour la quille, pour construire de la quille. Mais en même temps, ils cherchent un bois qui est plus dur, donc le mûrier vient comme un premier choix pour l'étrave, les tombeaux et les membrures. S'il n'y a pas ou s'il y a peu, ils utilisent l'acacia qui est solide et encore très lourd comme bois. Mais le camphre, on utilise aussi le camphre, il faut le dire, dans les barreaux du pont. Le bordé et le pont est construit du pin, qui est un bois importé et qui est moins cher que les autres. La construction commence par la pose de la charpente axiale avec la quille, l'étrave et les tambours. Loin d'être droite, la quille est volontairement très arquée. C'est une des principales caractéristiques originales des locafa du lac Borolos. Selon la technique de construction traditionnelle dite sur squelette, les membrures constituant l'ossature de navire sont mises en place sur la quille. Les bateaux se construisent sans plan. Tout l'art du maître charpentier réside dans le tracé des membrures qui donneront à chaque embarcation sa personnalité propre. Il dispose pour cela de gabarits et de formes munies de repères gradués qui lui permettent de tracer chaque pièce en fonction de la forme qu'il désire lui donner. Un des moments les plus importants de la construction, c'est le tracé du mètre-couple et le tracé des membrures. Vous utilisez un gabarit pour ça, mais comment faites-vous exactement? بالنسبة للفرمة بتاع المركب يا محمد هات الفرمة يا محمد عمرو مشي عمرو المساعد بتاعي خد بعضه ومشي يجي محمد دي فرمة بتسمى فرمة الرداف هات الفرمة الثانية يا محمد الرداف دي في الورا مش كده؟ لا في وسط المركب وسط المركب. دي فرمة الهدر الهداري دي بتبقى فين برضو؟ دي كده امسك كده ايوه فهمت. Chaque membrure est constituée de plusieurs pièces assemblées. Aux pièces des fonds viennent s'ajouter des allonges qui donnent la forme évasée des flancs. La liaison se fait au niveau de la courbe permettant de passer des fonds aux côtés. Elle s'en trouve ainsi renforcée. Pour supporter le mât de plus d'une tonne et en répartir les efforts sur toute la structure de la coque, un massif d'emplanture, destiné à recevoir le pied du mât, est encastré sur les membrures centrales. L'une d'elles, plus haute, est aménagée à cet effet. Des baux et des barreaux transversaux placés au-dessus de la membrure complètent la structure de la coque et supportent le pont où s'exerce l'essentiel de l'activité des marins-pêcheurs.
Il reste à découvrir l'ensemble du squelette du bateau par les planches du bordé puis du pont. Les bordages sont alors cloués sur les membrures et les barreaux. Le bateau n'est pas pour autant terminé. Il reste encore à le calfater pour en assurer l'étanchéité. C'est une opération délicate qui nécessite beaucoup de soins et de savoir-faire. Le calfatage s'effectue en introduisant en force, entre les joints des bordages, de l'étoupe de lin imprégnée de poids. La peinture est une phase à laquelle les pêcheurs accordent beaucoup d'importance. Outre la peinture de protection de la coque, les bateaux sont fortement décorés et très hauts en couleur. Ils sont traditionnellement ornés de bandes ondulées de couleur rouge, blanche et verte et d'inscriptions invoquant la protection d'Allah. Et tous les bateaux ont les mêmes inscriptions ou ça change selon les bateaux? Non, ça change. Ça change change. d'un bateau à l'autre, mais il y a beaucoup des inscriptions invocatrices, surtout, alhamdoulilah, masha'Allah. C'est donc c'est une expression qu'on dit quand on voit quelque chose de beau. Et je crois qu'on voit aussi parfois le nom du constructeur. On met le nom du constructeur s'il est C'est fier ça. de son travail, oui. J'ai vu le lion, puis le crocodile. J'ai vu le crocodile aussi. crocodile, Ouais. Mais C'est l'aigle le plus souvent. normalement, oui, C'est l'aigle. l'aigle avec Et ses... l'aigle est un symbole de l'Égypte, oui, non? L'aigle, c'est le symbole d'Égypte aujourd'hui. Oui. Enfin, le moment du lancement est arrivé. Le nouveau propriétaire, accompagné de toute sa famille, vient prendre possession de son bateau et assister à la mise à l'eau. حتى هتدخلها من انهي ناحيه؟ لطيف. Il reste à gréer le navire et à mettre en place le mât et l'antenne. Ils sont faits en bois d'eucalyptus, souvent appelés camphre en Égypte. En raison de leur poids qui dépasse plusieurs tonnes, la manœuvre est particulièrement délicate et dangereuse. Elle sera pourtant répétée lors des opérations d'entretien et de réparation. Elle nécessite une dizaine de personnes et beaucoup d'ingéniosité. Une fois gréé puis équipé, le bateau pourra rejoindre sa zone de pêche qu'il exploitera durant toute l'année. Le long du rivage, les bateaux du lac Borolos dressent leurs mâts et leurs antennes tel un immense jeu de Mikado en plein air. Nous avons eu la chance d'assister à la construction de l'un des derniers locafa et de pouvoir accompagner les pêcheurs sur le lac. Il était temps. L'avenir de la pêche est incertain en raison de la dégradation lente mais régulière du fragile système écologique. Sur les chantiers navals, les matériaux modernes et la motorisation finiront peu à peu par remplacer le bois et la voile.
Les observations effectuées par Patrice Paumet pendant la construction et les navigations sur le lac sont riches d'enseignements et permettent de mieux comprendre les caractéristiques de ces étonnants bateaux, si bien adaptés à leur environnement. Ils permettront peut-être aussi d'expliquer un jour les particularités de certains navires antiques. Mais les solutions ingénieuses trouvées par les maîtres charpentiers du lac Borolos vont-elles perdurer? Combien de temps les artisans résisteront-ils aux sirènes de la modernité avant de sombrer à leur tour dans l'oubli et dans le passé?